Du coup, juste si je peux moi aussi parler un peu d'ubérisation et d'entrepreneuriat, parce que c'est quand même, déjà c'est une question qui m'anime, et en plus c'est quand même une question qui traverse beaucoup la jeunesse, quoi. Alors déjà on voit Pierre Gattaz qui, avec limite des panneaux lumineux, devenez tous entrepreneurs, parce qu'effectivement ça permet de casser le statut de salariat. Et par contre, nous, on en a déjà beaucoup parlé à la JC, et en fait on se rend compte que ça prend beaucoup, notamment dans nos banlieues, en fait, ces questions d'entrepreneuriat, parce que le chômage est fort, et en fait on se retrouve souvent dans une précarité quand on a fini ses études, ou alors quand on a peine à les commencer, et en fait on se dit, bah tiens, de toute façon, comme ça j'aurai pas de patron, et puis je pourrais faire un truc que j'aime, parce que en fait j'ai des diplômes, mais de toute façon, bah, je trouve pas de boulot, et tout le monde s'en fout, quoi. Et bah le problème c'est que y en a 50% qui se plantent, parce qu'en fait on finit par faire ça, et au final bah ouais, des fois ça marche pas, et on a toujours les exemples en tête de gens qui ont réussi à faire des choses qui sont très mises en avant d'ailleurs par le Medef et Gattaz, en mettant des jeunes comme ça devant en disant ah regardez machin, et en fait bah en vrai il y en a la moitié qui se plantent, et bah du coup tu te retrouves sur le carreau avec rien, parce que bah t'as pas cotisé, t'as pas de droit ni au chômage, et en fait t'as pas de sécu non plus, donc bref c'est une catastrophe. Et du coup la question c'est comment, enfin pourquoi déjà, et ensuite comment est-ce qu'on peut lutter contre ça. Et en fait bah pourquoi, c'est parce que tout ce que je viens de dire, on est coincé, on ne sait pas quoi faire, on se dit que ça peut être la solution, et du coup les réponses qu'il faut qu'on essaye d'apporter, c'est de se dire bah aujourd'hui le CDI ça devrait être la norme d'emploi, ça ne l'est plus, et donc c'est des choses qu'il faut et du coup c'est comment est-ce que on arrive à faire ça, parce que du coup en fait en tout cas à mon âge, à notre génération, on voit ça comme le Saint Graal, en fait, le CDI, et en fait, c'est des choses qu'on n'arrive pas à avoir, donc voilà, comment est-ce que... Ou alors des CDI de merde, hein, parce qu'il y a quel CDI aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent à McDo et qui ont des CDI, hein, mais qui, au final, c'est des heures, c'est des contrats pourris avec des heures à gogo. Mais du coup, c'est quel travail on veut, et je pense que ça, il faut qu'on réussisse à faire des propositions et à construire ça pour que ça ait un impact, et en tout cas que ça parle, en tout cas à ces jeunes-là, qui se retrouvent dans des situations complètement précaires et perdues, et qui ont l'impression que ces solutions-là vont répondre à leurs problèmes, alors qu'en fait, c'est pas le cas, quoi. Et sur la question qui a été faite au fond, là, sur y compris le libéralisme aux États-Unis, est-ce que ça provoque chez les jeunes ? Bah, effectivement, en France, déjà, la situation, elle est quand même assez compliquée, et on est dans une situation de précarité assez phénoménale, et on sait très bien que cette loi-là, elle va faire que le renforcer. Alors après, toute la question de la conscientisation, c'est dur à dire, hein, ce mot, du coup, elle se pose évidemment, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce que nous, quand on est mobilisé, on arrive à toucher les gens qui ne le sont pas, mais en vrai, quand on est, par exemple, mettons un exemple, on est étudiant, et en fait on bosse à McDo ou ailleurs la moitié de son temps pour essayer de payer ses études, et en fait on est en galère, on se demande tous les jours comment est-ce qu'on va réussir à payer son loyer. Bah, en fait c'est compliqué de nous arriver et de dire allez faut aller en manif, tout ça, quoi, parce qu'effectivement bah des fois, et puis là on a des camarades, nous en tout cas, qui sont en stage, qui sont stagiaires, donc en fait ils peuvent pas faire grève, ils peuvent pas y aller, etc., machin. Et c'est toute cette question là aussi, parce que la précarité, bah, ça empêche aussi, parmi d'autres choses, de se mobiliser. Et voilà, donc c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à toucher ces gens-là malgré tout, et à avoir d'autres donc bien sûr avec toujours l'idée de les ramener vers nous, et dans les cadres de mobilisation, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à toucher le plus largement, à diversifier nos moyens de communication, et pour aller à leur rencontre et construire avec eux. Merci, je vous propose de prendre encore 3 questions pour terminer. Oui, bien sûr. Du travail du 21e siècle. Je crois que ce qui est important dans le message que c'est de porter la CGT, c'est ne pas couper la dimension loi de la dimension réelle de la vie économique et sociale. Autrement dit, le code du travail ne peut pas être abordé de façon abstraite. Le code du travail doit correspondre à l'évolution de la société. Mais l'évolution de la société dans le sens du progrès social. Donc, par exemple, l'ubérisation, c'est le contraire du progrès social. Par exemple, on prend un peu ce que dit la CGT. Vous le savez, depuis plusieurs années, la CGT demande, milite pour une sécurité sociale professionnelle et pour un nouveau statut du travail salarié. Voilà. Donc, la question, disons, la proposition CGT d'un nouveau code du travail, d'un code du travail du 21e siècle, c'est ça. C'est-à-dire comment on peut, à partir de l'évolution de la société, en tenant compte des aspirations des gens et de la réalité de la vie réelle, comment on peut aller plus loin dans le sens de progrès. Je pense que c'est vraiment ce point extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement d'un aspect des droits, mais il faut les gagner, il faut les avoir sur le papier. Justement, monsieur... Attends, j'ai pas fini. Non, mais vous parlez de quel travail ? Oui, mais justement. Non, parce que vous dites qu'il faut être regarder l'évolution du travail en regardant l'évolution de la société, mais vous ne proposez absolument...
vous ressortez des vieilles chimères du communisme d'antan, comme quoi il serait bon de réaugmenter la production pour réaugmenter la capacité d'achat et réaugmenter l'activité finalement. Et vous parlez à aucun moment de la croissance verte. À aucun moment, là, il y a une jeune dame là, qui a juste un moment dit quel travail on veut. Vous étiez en train de discuter parce que finalement, ça commence à toucher une question philosophique et vous vous en battez le nœud. C'est dommage. Non, vous vous trompez. Mais justement, S'il vous plaît, on va juste essayer de terminer votre question, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas une question, c'est une réaction justement. D'accord. Monsieur a fait il y a eu une réaction, vous n'y avez pas répondu. C'est-à-dire que dès qu'on est sur Vous une n'avez pas réflexion laissé parler. philosophique, dès qu'on est sur une réflexion philosophique, dès qu'on est sur une question d'humain, c'est comme si vous ne trouviez plus les points d'accroche. Je suis désolé, c'est une accusation gratuite. Merci. Ce que vous dites, Oui. c'est une accusation gratuite. Par exemple, Non, s'il vous plaît, vous avez posé votre question, on va juste essayer d'avancer. Pourquoi Je vous dis Merci. pourquoi. Non, mais je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. D'abord, prenons les choses. Le travail. Le travail, c'est quoi? Pour la CGT, en tout cas. Voilà. Pour la CGT, le travail, c'est l'élément fondamental de la construction de l'identité sociale. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas répondre aux besoins qui sont dans la société sans le travail humain in fine. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'au bout de l'automatisme, il va y avoir du travail humain, que ce soit physique ou intellectuel. Première chose. Deuxième chose, vous parlez de la croissance. De quelle croissance on parle? Nous, on parle du travail pour répondre aux besoins de la société, aux besoins socio-économiques. Donc, la finalité du travail, et donc la finalité de la production, c'est la réponse aux besoins. Et c'est là que je dis que la loi ne peut pas être quelque chose d'abstrait. La loi doit être articulée et les droits qu'il faut gagner doivent être articulés au processus réel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la finalité pas les entreprises, mais dans l'approche patronale, c'est qu'on travaille pour les actionnaires. On travaille pour la finance. Et c'est ça que la CGT, en ce qui concerne la CGT, on met en cause. Non, nous voulons que tous les gens qui peuvent travailler, doivent avoir, toute la population qui peut travailler, doit avoir un travail décent, c'est-à-dire un emploi qualifié, stable et bien rémunéré, et nous proposons des choses concrètes pour créer et réunir les conditions pour réaliser cet objectif. Maintenant, parce que vous parliez de la croissance, et là, je vous dis, c'est une accusation gratuite, parce que, par exemple, la CGT a organisé, avec des chercheurs, avec des syndicalistes, et ainsi de suite, des séminaires. Je parle de vous, monsieur. Non, mais je ne parle pas, non, mais parce que. Je parle de vous. Voilà. Vous me parlez de la CGT, vous me parlez d'une réunion qui a eu lieu. Non, mais. Donc, ce que je vois. Non, mais ce que je veux. Voilà. C'était une question, j'ai dit c'était une affirmation. Il n'y avait pas de question. Ah ouais, donc, je suis en train de vous expliquer que. J'informe l'audience qu'il y a des réflexions de la part, par exemple, parce que vous parlez de la philosophie. Il y a des réflexions et des travaux, y compris avec des scientifiques, au sein de la CGT, mais ce n'est pas seulement la CGT, sur ça. Donc il y a eu des publications. C'est une accusation gratuite, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des thèmes sur lesquels nous travaillons. Maintenant, la question, vous posez une question qui est concrètement, vous posez, c'est est-ce que nous voulons avoir une approche productiviste lorsque nous parlons du travail, lorsque nous parlons de l'emploi ou non? Mais non. Mais c'est là que je dis il y a une méconnaissance de ce que nous proposons. Nous sommes dans et c'est là que, justement, on voit le lien entre le code du travail et l'évolution de la société. Nous sommes dans une société où, je suis désolé de le dire un peu rapidement, l'élément immatériel monte, la part de l'immatériel monte dans la vie de la société dans son ensemble. Autrement dit, pour le dire autrement, c'est que le sens du progrès social, c'est pas que les gens, par exemple, changent tous les jours de chemise, ou qu'ils changent tous les ans leur voiture, ou tous les 6 mois leur téléphone portable. Non. Le sens du progrès social, c'est comment on crée les conditions pour épanouir les capacités humaines. Comment on améliore l'éducation nationale. Comment on améliore la santé. Et ainsi de suite. Autrement dit, comment on développe les services publics. Comment on sort d'une logique marchande où tout est marchand, l'être humain, l'eau, l'environnement et ainsi de suite. Et comment on fait, à partir du développement des services publics et de la réponse aux besoins, créer des conditions pour qu'on puisse créer des emplois. Parce que les choses ne sont pas abstraites.
Aujourd'hui, nous avons à peu près 7 millions d'individus en France qui sont exclus du travail parce que le capital veut plus de rentabilité. Voilà. Donc il faut créer des conditions pour justement créer de façon pérenne des emplois stables, qualifiés et bien rémunérés pour l'ensemble de la population. Merci d'avoir précisé. Voilà. Bah oui, Et c'est voilà. ça. Donc voilà. Mais justement. Oh, ça va. Merci. Je vous propose, l'heure passe, je vous propose de prendre encore 2-3 questions avant une conclusion de chacun de nos intervenants. 2 ou 3, on va en prendre 3. Et sinon, après, on pourra continuer le débat autour d'un verre en bas pour, avec nos intervenants. Juste 2-3 questions rapidement, il est 9h30. Bonsoir. Je vais essayer d'être rapide. Moi aussi, c'est peut-être plus des réflexions que des questions. Vous disiez, Monsieur Filoche, que le Code du travail est né en 1906. Je pense que c'est un drôle de raccourci. Le Code du travail, c'est la construction historique, culturelle, sociale, politique. C'est notre histoire du 19e siècle. Au 19e siècle, l'administration, elle a créé des dizaines de codes. Et en 1906, elle crée le Code du travail dans une situation politique qui est le capitalisme, effectivement, où se développe aussi ce qu'on appelle le solidarisme, qui prend la suite de la charité notamment. C'est-à-dire qu'il faut effectivement exploiter la main-d'œuvre, mais pas à n'importe quel prix. Et là où moi je dis que nous, on ne revient pas au 19e siècle, mais on revient au 18e siècle, c'est que effectivement, la main-d'œuvre, on oublie, il faut qu'elle soit en bonne santé. D'ailleurs, la santé, on n'en parle pas tellement dans cette histoire-là. Donc je pense que, voilà, ceci étant dit, la deuxième chose, c'est que je pense qu'historiquement, on est dans une situation tout à fait logique, pardon de le dire ici, mais le capitalisme, il n'a jamais prétendu respecter les êtres humains en tant que tels. Il n'a pas de dimension humaniste. Donc à partir de là, je ne pense pas que ce soit très étonnant qu'on en arrive là. Je ne pense pas que ce soit non plus étonnant qu'un gouvernement qui se dit de gauche en arrive là, parce que la social-démocratie est-elle une politique de gauche? Or, dans la social-démocratie, il y a la reconnaissance du capitalisme, mais il n'y a pas son combat. Il n'y a pas l'histoire du rapport de force. Le rapport de force, il disparaît, et dans les entreprises, il disparaît notamment au profit de ce qu'on appelle le dialogue social. Pas forcément contre le dialogue social, mais je pense que le dialogue social, il nécessite avant d'avoir construit le rapport de force, et que si on ne construit pas le rapport de force, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui. Ce qui m'interroge d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup des jeunes. J'ai envie de dire, où sont les salariés? Pardon de me dire, je précise que je suis syndicaliste. Où sont les salariés? Parce qu'on a beaucoup mis les jeunes en avant, mais la question aujourd'hui, c'est qu'il y a 70% de gens de sondés, plutôt, qui ne sont pas d'accord avec cette loi, et pourtant, ils ne sont effectivement pas dans la rue. Ce qui pose la question, aujourd'hui, à mon sens, des luttes et de la manière dont on doit faire les luttes. Ils ne sont pas non plus dans des assemblées générales, que les syndicats ont bien du mal, d'ailleurs, à organiser aujourd'hui. Ce qui pose une question beaucoup plus importante, c'est la question de notre société aujourd'hui et de la situation démocratique du peuple introuvable, comme dirait un grand politiste. Autre chose, enfin, j'avais un peu la même question, mais alors pas du tout de la même manière que le monsieur, mais je pense qu'effectivement, à la CGT, il y a quand même un problème sur le discours qui est tenu, qui pourrait faire croire qu'on est pour le productivisme. Je trouve qu'on ne développe pas assez cet aspect du développement durable. C'est quoi la société qu'on veut pour demain? C'est quoi la société pour nous, autant que pour nos enfants d'ailleurs? Je pense que c'est important, l'histoire du produire autrement. Je pense qu'on ne le met pas assez en avant et du coup on passe pour des productivistes, voire pour défenseurs du modèle tayloriste. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on est. Dernière chose, enfin deux petites choses, je crois que l'ubérisation, c'est pas le salariat, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'histoire. Oui, bien sûr, aujourd'hui, ils sont en train de faire un retour en arrière, mais l'ubérisation, c'est exactement le modèle américain, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de droit, pas de statut, qui n'ont pas de contrat de travail, puisque c'est comme ça dans la tradition anglo-saxonne. Et dernière chose, je pense que tout ça, ça devrait quand même nous amener à une dernière question qui me semble être fondamentale en tant que citoyen. C'est quoi la place du travail en France? C'est où on veut mettre le travail dans nos vies en France. Je pense que c'est important et cette loi qu'on appelle la loi travail, qui en réalité pose la dernière question à mon avis, c'est qu'on confond travail et emploi. C'est-à-dire qu'au nom du travail, au nom de protéger le travail, on voudrait casser l'emploi. Et je pense que ça aussi, c'est pas des choses qui sont assez mises en débat. Bonsoir, ça marche? J'ai été très intéressée d'avoir entendu plusieurs personnes parler d'un projet alternatif de code du travail pour le 21e siècle. Et je remercie M. Mansouri d'avoir dit qu'il fallait créer un rapport de force pour freiner le recul social.
Moi, je me demande si une bonne manière d'augmenter le rapport de force ne serait pas d'augmenter la cohérence. Alors peut-être que ça va tomber à plat parce qu'à la tribune, apparemment, il n'y a pas de haut représentant des instances de la CGT. Mais moi, je me demande si augmenter la cohérence, ça ne serait pas sortir de la Confédération européenne syndicale, qui est un organisme d'anesthésie des syndicats par les subventions européennes, et entrer beaucoup plus massivement dans la Fédération syndicale mondiale. Il n'y a que quelques segments de la CGT qui en font partie actuellement. Monsieur Filoche a analysé brillamment les aspects essentiels de la loi El Khomri, mais la loi El Khomri n'est qu'un tout petit morceau de tout ce qui se passe actuellement avec les règlements Hartz en Allemagne, les Jobs Act en Italie, et sans parler du Code du travail polonais, etc. etc. Un rapport de force réel, ça serait de réunir tous les travailleurs européens d'abord et planétaires ensuite. Je pense que là, on commencerait à intéresser les gens. Et ce que je dis là, c'est quand même, il me semble, une réponse à ce qui nous dégouline dans les oreilles depuis ce matin à propos de la sortie de l'Europe, de la Grande-Bretagne. Il faudrait aussi que les syndicats sortent de ce qui ne va pas dans l'Europe des capitalistes et entrent dans l'Europe des dans le monde des travailleurs, s'il vous plaît. Ça serait un vrai rapport de force. Une dernière question. Pendant qu'ils cherchent je pense qu'on a beaucoup parlé de la loi travail, et dans le même temps, si on ne parle pas de la mobilisation qu'on met derrière, parce qu'on peut, c'est important de comprendre pour savoir où on va, et dans le même temps, là, je crois que, et Gérard et Nasser l'ont dit, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en même temps, c'est aussi ça, ce qu'on peut raconter sur l'Europe, sur machin, sur tout ça. Dans tous les cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des actions, effectivement, qui ont lieu en permanence dans plein d'endroits, et nous, ce qui nous concerne ici, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait exactement comme action précise, parce qu'en même temps, on est ici une centaine. Je pense que si dans chaque ville, il y avait des rassemblements d'une centaine de personnes qui appellent à la votation citoyenne contre la loi El Khomri, c'est une centaine de personnes qui manifestaient dans la ville de Saint-Ouen pour dire on est contre la loi El Khomri, ça serait un plus dans l'action, et c'est aussi ça qu'on peut, enfin, je ne vais pas théoriser, mais il faut effectivement mieux comprendre les choses pour savoir ce qu'il en est. Je crois que là-dessus, tout le monde a bien compris la nocivité de ce qui s'amène, mais maintenant il faut après passer au concret, et donc des choses qui se passent, il y en a tous les jours. Il y a les collègues de la Tiru qui ferment leurs portes tous les jours à 11h30 au camion. Il y a dans la prise de conscience des gens, depuis une semaine, il y a des blocages permanents, et dans ces cas, la prise de conscience des gens sur les camions qui viennent à la Tiru, les salariés sont plus pareils. Ils discutent avec ceux qui bloquent, ils sont complètement différents. Quand la police leur dit nous on n'a pas coupé la chaîne, mais si vous voulez couper la chaîne, les salariés leur disent ah non, moi je coupe pas la chaîne, c'est pas mon travail. Et donc ça montre aussi que quand on est présent dans des lieux et quand on discute avec des gens, effectivement on peut avancer, et donc on n'essaie pas de rester juste dans un café philosophique. Il faut aussi sortir dans la rue pour faire des choses. Merci Bruno. J'avais trouvé à moins de temps que ça le dernier intervenant. Je te passe la parole. Surtout pas une conclusion. Oula. Bon, merci beaucoup aux intervenants d'être venus ce soir, parce que j'avais déjà une certaine connaissance de la loi, mais avec tous les détails qui nous ont été donnés, on a vraiment le sentiment d'une régression massive, quoi. Et c'est extrêmement inquiétant. Et en même temps, on sent bien que c'est quand même aussi prometteur de voir qu'il y a un mouvement social qui ne se décourage pas et qui, excusez-moi, les représentants de gauche, il y a un mouvement social qui s'accompagne aussi de l'existence d'un gouvernement qui se dit de gauche. C'est-à-dire qu'il me semble aussi que le mouvement social qui est en route aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas se désarmer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose d'une culture aussi à regagner dans notre pays, de l'idée notre destin, il est au bout de notre lutte personnelle. C'est-à-dire que il y a beaucoup trop d'expériences de gauche dans ce pays où tantôt c'était la gauche et on laissait faire, tantôt c'était la droite et on manifestait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée, les citoyens doivent prendre leurs affaires en main et ne jamais s'en laisser compter
quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est ce qui me fait dire qu'il faut à la fois qu'on travaille qu'on continue de piocher sur le contenu de ces lois et qu'on réfléchisse aussi de façon large, citoyenne, sur quel type de société, quel type de relations humaines on veut construire. Pour moi, l'avenir, il appartient à 3 critères. Travailler moins, travailler tous et travailler mieux. Et y compris avec une place du travail qui soit relativisée dans la société. Parce que je pense que la France, comme plein d'autres pays, est capable aujourd'hui, produit tellement de richesses qu'on est capable de permettre à tous d'accéder à une véritable dignité. Il y a d'un côté beaucoup trop de misère et de l'autre côté beaucoup trop de gâchis du côté des nantis. Et il faut toucher à ça aujourd'hui. Et je pense qu'en même temps qu'on lutte contre cette loi El Khomri, il faut aussi s'interroger sur les fondamentaux de notre société. Merci. Je vous propose un dernier tour de réponse. Gérard, pour commencer. Alors, à toute vitesse, oui, il faut travailler mieux, moins, tous, et gagner plus. Et gagner plus. On peut le faire, on l'a fait pendant 70 ans, entre 1936 et 2002. On ne voit pas pourquoi la roue de l'histoire tournerait à l'envers et qu'on serait obligé de travailler de travailler plus aujourd'hui en gagnant moins. Le slogan que j'aime bien quand on veut résumer et communiquer facilement, c'est ce qu'on dit, la loi TGV. Travailler plus, gagner moins et virer plus facilement. Ça, c'est assez transmissible de cette façon-là. Bon, après, à toute vitesse. Tout à l'heure, j'ai dit à Camille, parce que non, le CDI est toujours la norme. 85% des contrats sont des CDI. Mais je sais bien, parce que dans la jeunesse, à 85% des cas, on est embauché en CDD. Mais c'est en flux, c'est pas en stock. Et en France, entre 29 ans et 54 ans, 97% des contrats sont des CDI. Le CDI est totalement la norme. Et le salariat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 93% des actifs. Et ils n'auront jamais la peau du salariat. Dans les 30 dernières années, l'OIT vous dit que dans le monde, il y a 1 milliard de salariés en plus. Et l'économie informelle recule partout. Et même aux États-Unis, en Californie, Uber a été condamné. Ils ont été condamnés à Rio, ils ont été condamnés à Londres, ils ont été condamnés à Madrid et à Francfort. Et en fait, il y a une bataille de rapport de force pour ceux qui veulent faire reculer les salariats. C'est pas tellement parce qu'ils pensent qu'ils vont y parvenir. C'est parce qu'en tout cas, ils veulent créer des conditions d'une défensive, d'une peur, d'une crainte qui empêche de se mobiliser pour obtenir les salaires. Parce qu'en vérité, pour les capitalistes, même aujourd'hui, ce qui rapporte bien, c'est un salarié bien payé, bien formé et bien traité. C'est pas les flexibles. Les flexibles, ils rapportent beaucoup moins pour les capitalistes que les salariés qui sont qualifiés. Et par contre, on fait peur aux salariés qualifiés avec ceux qui sont flexibles. On les en menace. Et on obtient ainsi qu'ils se syndiquent moins et qu'ils demandent moins de salaire. Et c'est aussi un des principaux buts du jeu, et non pas croire que le salariat va être battu. Nous gagnerons, nous sommes la force absolument dominante dans ce pays, de ce point de vue. Alors sur les luttes là, enfin, j'ai dit tout à l'heure, on était au bord. Il y a plusieurs centaines de boîtes qui sont en grève. On a encore le 28 juin. Il y aura d'autres moments, même s'il le fallait en septembre. C'est d'ailleurs ce que les organisations syndicales ont dit, et c'est important qu'elles le disent. Parce que ce mouvement ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura pas retrait. Et il est en profondeur, il travaille à la société, on fait un coup double. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on se bat contre la loi El Khomri, d'un certain point de vue, la gauche se reconstruit. D'un certain point de vue, on combat tout ce qui est la partie sociale-libérale qui a trahi dans ces dernières années. Et d'un certain point de vue, on accumule des forces pour reconstituer le rapport de force qui permet d'obtenir des droits passés et des droits à venir. Et parfois, il ne faut pas opposer le défensif et l'offensif. Quand on se bat pour défendre nos droits, en même temps, on en gagne d'autres. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, à mon avis. Et après, juste parce que je voulais le dire, la loi s'attaque aussi aux jeunes en formation. Il ne faut pas croire ce que Valls a dit sur la formation 150 heures, 400 heures, c'est du pipeau. Faut pas croire non plus ce qu'il a dit sur la garantie jeune, c'est du pipeau. On ne sait même pas s'il y a 10 000 personnes qui en profitent, c'est qu'un euro grec à 470 €, et il n'y a aucun budget pour ça. Il ne faut pas croire non plus à ce qu'ils ont dit sur le compte personnel d'activité. En fait, ce sera, si j'avais le temps de développer, c'est un carnet ouvrier, un livret ouvrier comme au 19e siècle. C'est un moyen de ficher les salariés pour pouvoir les contrôler à l'embauche et pas seulement les débaucher plus facilement. Alors il ne faut pas tomber, il n'y a pas un article qui est bon. Mais l'article 52 est l'article le plus dégueulasse. J'utilise un mot assez grossier, parce que l'article 52, c'est celui qui devrait porter le nom du chômeur qui s'est immolé par le feu il y a 3 ans à Nantes. Et c'était un intermittent.
il avait du mal à voir les papiers de ses employeurs successifs, parce que comme c'était des petits employeurs et que c'était une somme de petits boulots, il fallait qu'il les ramène au Pôle emploi à la date fixe pour le 30 du mois. Et quand le Pôle emploi a décidé à ce moment-là que s'il ne les avait pas à temps, il reprenait les trop perçus, il reprenait les indus. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce qui lui restait comme indemnité il y a 3 ans. Et ce chômeur, du coup, perdait son compte bancaire, perdait son logement, et il s'est immolé par le feu devant le Pôle emploi. Les organisations syndicales sont allées contre le Pôle emploi après sa mort pour plaider. Et il y a une procédure qui a duré près de 12 ans. Et elle a abouti au Conseil d'État. C'était le 15 octobre 2015, il y a à peine 9 mois. Et l'arrêt du Conseil d'État était d'interdire à Pôle emploi d'aller rechercher les trop perçus de cette façon-là sur les indemnités et de pousser les gens qui étaient dans la misère absolue dans une telle souffrance et dans un tel désespoir. Ça a été une victoire, l'arrêt du Conseil d'État du 15 octobre 2015. Mais la loi El Khomri, dans son article 52, casse l'arrêt du Conseil d'État et permet à nouveau à Pôle emploi d'aller rechercher les trop perçus de la façon dont il le faisait avant le suicide de ce chômeur. C'est pour ça que je dis que c'est une loi dégueulasse. N'en attendez rien nulle part, ne vous laissez pas berner, ne croyez pas une seconde qu'elle a été allégée, ne croyez pas une seconde qu'il y a une version qui est meilleure que les autres. Il n'y a pas de version qui est meilleure que les autres. Par exemple, quand ils ont dit, Valls, il a dit « Ah, mais il va y avoir des mandatés pour discuter les négociations dans les entreprises. » C'est vrai, il y a 80% des entreprises qui ne vont pas avoir de délégué syndical. Donc on va nommer des mandatés. Mais qu'est-ce que c'est un mandaté? Ça n'a rien à voir avec un délégué syndical. Moi, quand j'étais un peu taquin comme inspecteur du travail, je rentrais dans une boîte, puis je disais « Où est le syndicaliste ?» On me disait « Mais il n'y en a pas ici. » J'allais voir un autre bureau, on me disait « Où est le syndicaliste ?» Mais il n'y en a pas ici. À la fin, on me disait « Va voir le comptable. » J'allais voir le comptable, je savais que c'était lui que j'avais sur ma feuille, c'était son nom. Et je disais, monsieur, c'est vous qui êtes syndiqué? Le gars me dit, ah mais non. Bah si, c'est vous qui avez signé là, avec la CFTC il y a 1 an. Ah oui, c'est ce que le patron m'a envoyé. Oui, je me rappelle, je suis allé à la CFTC, oui, c'est là-bas. J'ai signé le papier, c'est comme ça qu'on a eu l'argent des 35 heures. Et ça sera ça, les mandatés. C'est le comptable ou le neveu du patron. Et si c'est des mandatés partout, de cette façon-là, le patron, il n'aura même plus besoin de monter sur l'estrade pour dire à ses 40 salariés qui baissent les heures supplémentaires de 25 à 10%. Il le fera dans son bureau avec le mandaté qui sera allé voir la CFTC avant. Et vous aurez ainsi des centaines de milliers de mandatés, mais ça n'a rien à voir avec la démocratie, ni avec quoi que ce soit, ça a à voir avec la destruction du fait syndical. Et puis de la même façon, quand ils veulent faire un référendum, parce que les syndicats qui sont majoritaires, ils ont besoin d'un quorum pour être majoritaires. Et il faut qu'ils aient 50%. Les syndicalistes sont bien mieux élus que les députés. Vous avez les députés qui ont été élus il y a 1 mois avec 12,5% des voix. Mais le syndicat, il est beaucoup plus représentatif qu'un député dans son entreprise quand il est majoritaire. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'il y aura des saisines possibles par le syndicat minoritaire pour demander au patron d'organiser un référendum contre les syndicats majoritaires. C'est pour la FNAC, c'est pour que Bompard, le dirigeant de la FNAC, réussisse à faire travailler ses salariés le dimanche, parce qu'en fait, les syndicats refusent. Et alors, là, ce qui se passe après, c'est le patron qui décide de la question du référendum. Mais vous savez, quand vous posez la question, vous avez la réponse. Du genre, si vous ne voulez pas travailler le dimanche, je vous vire le mardi. Les gens sont d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le référendum, lui, il sera fait sans quorum. Un samedi matin, avec 20% de votants. Et donc, dans ce cas-là, il sera valable. C'est dur d'être syndicat majoritaire avec un quorum, mais ça sera facile d'avoir un référendum sans quorum contre les syndicats en question. Et il faut le répondre parce que les gens ne comprennent pas à la télé. On leur dit, vous êtes contre la démocratie dans l'entreprise, enfin quoi? On va faire voter les salariés. Mais évidemment, avec un pistolet sur la tempe et dans des conditions d'organisation et de la question et du vote qui sont absolument défavorables par rapport aux syndicats qui eux-mêmes, par contre, sont élus souvent avec 70 ou 80% de votants dans les élections professionnelles. Il faut le dire, ça. Parce que vous avez des mensonges absolument partout qui ont été dits sur les améliorations de la loi, alors que celles qui ont été faites, en fait, ont été des aggravations. Et sur les mandatés, ils ont fait passer ça, y compris entre le 49.3 et la petite loi qu'ils ont déposée au Sénat. Le Sénat en a rajouté. Alors, ils disent le Sénat aggrave les choses. Ouais, mais de 5%. Comme il a dit, le Sénat va nous dérouler le mauvais film d'horreur de la droite. Mais en fait, ils ont rajouté quelques effets spéciaux. 95% étaient déjà dans le texte initial. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le dire aux gens, parce que beaucoup ont été affaiblis par l'idée « Oh, le texte a évolué, il est mieux, etc. » Ce n'est pas vrai. Il a été aggravé dans sa 4e version. Et de la même façon, il ne faut pas lâcher, à mon avis, c'est mon avis personnel, moi je suis un militant de base du point de vue syndical, bien que j'ai ma carte à la CGT depuis 1963.
Mais sur le plan des articles, il ne faut pas dire je prends tel article et tel article. Il faut discuter la philosophie de la loi et il faut la remettre en cause dans sa globalité. Et après, on peut négocier. Et c'est pour ça que c'était injudicieux, par exemple, de proposer au gouvernement de dire reporter ça au moins à la rentrée parlementaire, parce que ça faisait de l'espace pour tout le monde. Et on peut chercher des compromis de ce type, parce qu'à partir de ce moment-là, les choses se remettent en cause, comme Chirac l'avait fait quand il avait dit « Oh, je signe la loi, mais je la promulgue pas », ou un truc comme ça. Ils chercheront les moyens de sortie qu'ils veulent, mais nous, il ne faut pas nous arrêter, parce que ce n'est pas, qu'est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est une... Je sais plus, il y avait quelqu'un qui a donné un mot un peu léger sur la loi. Je le répète, la construction du code pendant un siècle, c'était une révolution. Et là, on a une contre-révolution. C'est ça qu'il faudra faire toucher des doigts à des millions de gens supplémentaires pour qu'ils viennent avec nous dans les prochains mouvements et qu'ils aillent jusqu'au bout avec nous. Merci. Merci Gérard. Dernier. C'est bon, bien. Bon, on va s'arrêter là-dessus si vous voulez bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un moment pédagogique, un moment de réflexion, mais aussi un moment de mobilisation, parce qu'on espère que derrière, on pourra d'autant plus aller dans la rue pour combattre cette loi